Hello everybody, Pascal here from Neutrality Studies, and today I would like to Bonjour à tous, ici Pascal de Neutrality Studies, et aujourd'hui j'aimerais discuter avec vous de certains des développements récents entre la Russie et les États-Unis, ainsi que de la stratégie américaine consistant à utiliser de plus en plus de menaces de tarifs douaniers afin de faire pression sur le système mondial, soit pour gérer la Russie, soit pour augmenter la somme d'argent que les États-Unis peuvent soutirer à leurs partenaires commerciaux. Mais commençons peut-être par la visite qui a eu lieu entre M. Vitkov et Vladimir Poutine. Mr. Vitkov and Vladimir Putin. So, yesterday, on August 6th, Donc, hier, le 6 août, M. Vitkov a rencontré M. Poutine, et il l'a fait apparemment pendant 3 heures, ce qui est une période très longue, surtout pour une rencontre avec un chef d'État par quelqu'un venant d'Ukraine, par quelqu'un qui n'est pas un homologue. Mais cela montre que Vladimir Poutine accorde manifestement beaucoup d'importance à M. Vitkov et au fait que M. Vitkov est l'envoyé personnel de Donald Trump, qu'il n'est pas simplement un ambassadeur des États-Unis, pas seulement un représentant, mais le lien direct avec Donald Trump. Par conséquent, il semble, du point de vue de M. Poutine, approprié de consacrer beaucoup de temps à cette discussion. appropriate to spend a lot of time in order to discuss, and as we know Mr. Putin, and I will show you this later as well, he Et comme nous le savons, M. Poutine, et je vous le montrerai également plus tard, il a probablement aussi profité de ce temps pour récapituler en détail toute l'affaire, car c'est quelque chose qu'il fait sans cesse, revenir sur l'histoire du conflit. Donc une partie du long temps passé avec M. Vitkov peut s'expliquer par l'intérêt personnel de M. Poutine pour l'histoire du conflit. Hier encore, nous attendions la réaction de M. Trump, car M. Vitkov devait bien sûr d'abord retourner à Washington, puis informer Trump directement, ou l'informer dans l'avion, mais en tout cas après coup. Et M. Trump, en réalité, ne nous a pas dit grand-chose, si ce n'est qu'il pense qu'il y a eu à nouveau des progrès. À présent, les progrès réalisés et cette rhétorique creuse venant de Washington ne signifient rien. Et nous connaissons désormais l'administration Trump. Elle peut changer son évaluation, sa rhétorique et ses déclarations du jour au lendemain, voire plus rapidement encore. Mais à ce stade, M. Trump laisse même entendre qu'il pourrait y avoir une rencontre entre lui, M. Zelensky et M. Poutine. Je dois dire que nous n'avons aucune confirmation de cela de la part du Kremlin. Et honnêtement, j'en doute. Je doute fortement que cela ait, sous quelque forme que ce soit, fait partie des discussions avec M. Poutine. Car nous avons à plusieurs reprises M. Poutine qui a déclaré très clairement qu'avant qu'une rencontre entre les dirigeants ait un sens, il faut d'abord discuter des détails. Les dirigeants sont là pour s'accorder sur le cadre, mais il faut d'abord résoudre les détails. J'interprète donc cela comme une de ces déclarations destinées davantage à la consommation intérieure aux États-Unis et en Europe qu'à constituer un véritable plan pour ce qui peut se passer avec la Russie. Cela fait aussi partie de quelque chose qui m'agace beaucoup, cette exposition publique de chaque étape du rapprochement diplomatique, où les États-Unis mènent pratiquement tout au grand jour. Au lieu de nous donner des détails sur le contenu, on reçoit toujours des gros titres sur les prochaines étapes et sur la probabilité que tel ou tel événement se produise. Ceci est diamétralement opposé à la manière dont Moscou et également Pékin mènent réellement leur politique étrangère, où ils diffusent les informations avec parcimonie. Mais une fois qu'ils le font, nous recevons généralement des comptes rendus, et je vais vous en montrer un très important dans un instant. Et ils sont vraiment substantiels. Alors qu'avec les États-Unis, ce que nous recevons, ce sont des gros titres et quelques phrases par-ci par-là, mais tout tourne autour de ce discours tapageur. Oh, nous allons mettre fin à la guerre, ou il y aura un cessez-le-feu, ou peu importe. Mais rien de concret. Maintenant, une chose que je veux souligner, c'est que, et Russia Today en rend compte, la raison pour laquelle j'utilise Russia Today,
c'est que si c'est ce qui est rapporté du côté qui a le point de vue russe, alors on peut dire que c'est quelque chose auquel, vous savez, l'infosphère russe prête attention, n'est-ce pas? The Russian infosphere pays attention to, right? And one of the things that they pay attention to is that Et l'une des choses auxquelles ils prêtent attention, c'est qu'hier, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a salué les récentes discussions pour avoir permis à Washington de mieux comprendre les conditions dans lesquelles Moscou accepterait la paix. Ainsi, M. Rubio a déclaré qu'il s'agissait d'une réunion importante, car nous comprenons désormais, un peu plus concrètement, ce que veulent réellement les Russes. Cela, en août 2025, après plus de 3 ans de guerre, et alors que les Russes nous disent à chaque étape ce qu'ils veulent, est très surprenant. Et cela montre encore une fois le manque de sincérité de tout le discours. J'aimerais profiter de cette occasion pour vous montrer à nouveau le discours de politique étrangère le plus important que Vladimir Poutine ait prononcé au cours des 1 an et demi ou 2 dernières années, selon moi. Vladimir Putin gave over the last 1.5 or 2 years, I would say, and that's the speech of June 14th, 2020. Et voici le discours du 14 juin 2024 à Moscou, où M. Poutine, comme vous pouvez le voir sur cette photo ici, s'adressait à l'ensemble de son personnel de la politique étrangère au ministère des Affaires étrangères. Je veux dire, M. Poutine d'un côté, M. Lavrov de l'autre. Et juste, ça a dû être un discours de 2 heures. Regardez simplement la longueur de ce document, tout ce qu'il a abordé pour informer son personnel de la politique étrangère. N'est-ce pas? Les personnes responsables, les ambassadeurs et les hauts responsables du ministère des Affaires étrangères. Tous les efforts qu'il a déployés pour exposer en détail la réflexion générale, non seulement de lui-même, mais aussi de la direction russe. Et c'est bien sûr dans ce document qu'il expose les conditions pour que la Russie soit disposée à mettre fin à la guerre. Donc, si M. Rubio dit vraiment que ce n'est que maintenant qu'ils comprennent mieux ce que veulent réellement les Russes, cela signifie soit qu'il ment, soit qu'il n'a jamais, depuis son entrée en fonction en janvier de cette année, pris la peine de simplement lire ce que les Russes nous disent. Et ce qui est intéressant, bien sûr, c'est que si vous allez sur la page d'accueil du Kremlin, qui n'est en réalité pas le Kremlin, mais la page d'accueil du ministère des Affaires étrangères de Russie, si vous y allez, vous trouvez ce discours en anglais. Les Russes nous le fournissent même en traduction, et c'est une très belle traduction. C'est une traduction bien faite. Ce n'est pas simplement une traduction mécanique. Il s'agit en réalité d'une traduction professionnelle, ce qui est le minimum que l'on puisse attendre du ministère des Affaires étrangères d'une superpuissance. Je tiens simplement à le souligner. Ils emploient des personnes pour traduire ces discours et les diffuser, probablement dans l'espoir que cela atteigne quelqu'un. Je veux dire, le secrétaire d'État, Rubio ou Donald Trump peuvent à tout moment prendre leur téléphone et accéder à ce discours, tout comme vous et moi. Je dois le rappeler sans cesse lorsque les gens disent « Oh, mais les Russes, ils ne veulent pas négocier. » Non, ils le veulent. Ils disent que oui. Et en fait, ils publient également tous leurs arguments sur Internet en anglais, juste pour que ce soit clair. Parce que je ne pense pas que la Maison-Blanche ou les Européens publient réellement leurs déclarations sur leur site en russe. Juste pour que ce soit clair, n'est-ce pas? Donc, c'est ainsi que la Russie ne fait pas que signaler, mais essaye de nous faire comprendre son point de vue, à nous, le public occidental. Je voudrais mettre en avant quelques passages de ce discours. Bien qu'il date déjà d'1 an, il me semble toujours essentiel pour comprendre où la Russie pense que tout cela va mener. Et il y a 1 an, M. Poutine, à plusieurs reprises dans ce discours, comme je l'ai souligné ici, a indiqué que ce vers quoi nous allons, ce que nous voyons, c'est l'émergence d'un monde multipolaire et multilatéral. Il ne s'agit pas seulement du fait que nous ayons plusieurs centres de pouvoir,
mais il constate également que le système dans lequel nous vivons évolue vers un modèle où le multilatéralisme prévaudra. La différence est la suivante. La multipolarité signifie simplement qu'il existe différentes puissances qui se rivalisent ou qui ont un niveau de développement similaire. Le multilatéralisme, c'est bien sûr la manière dont nous prenons des décisions. Nous nous réunissons, non pas de façon bilatérale pour conclure des accords, mais nous nous retrouvons en groupe plus large aux Nations Unies ou dans d'autres forums, afin de trouver ensemble des solutions aux problèmes. Ainsi, les Russes, sur ce point, ont déjà déclaré l'année dernière que nous nous dirigeons vers un monde multilatéral. Et il ne parlait pas de multilatéralisme avec l'Occident. Il évoque, bien sûr, le multilatéralisme avec les BRICS, où il voit l'avenir du système mondial. Et vous savez, dans ce sens, il ne s'agit pas de l'idée de la guerre froide, du système de blocs où l'Union soviétique et les États-Unis imposaient leur volonté. Il considère cela comme un effort collaboratif entre les puissances du système multipolaire. Il faut aussi souligner qu'à maintes reprises, les Russes parlent d'un système de sécurité indivisible, affirmant que c'est cela qu'il faut construire. Le respect du fait que la sécurité de l'autre doit être prise en compte lorsqu'on réfléchit à sa propre sécurité. Et nous reviendrons sur ce point plus loin, car, bien sûr, les critiques diront « Oui, mais c'est la Russie qui attaque l'Ukraine, alors sécurité indivisible ». Mais nous reviendrons précisément sur ce point. Dans ce discours clé, qui à mon avis reste la ligne directrice de la pensée du ministère des Affaires étrangères et de la direction russe, Vladimir Poutine souligne également qu'il considère les puissances occidentales comme étant dirigées par les États-Unis et qu'elles pensaient avoir gagné la guerre froide et avoir le droit de déterminer comment le monde devait être organisé, avec une expansion illimitée du bloc nord-atlantique. Ceci fait partie de l'analyse de la Russie sur ce qui s'est passé après 1990, à savoir que cela s'inscrit dans cette mentalité occidentale de la fin de l'histoire qui nous a menés à la situation actuelle. Comme je n'ai pas le temps de tout détailler, je vais simplement mettre en avant quelques points clés. M. Poutine a également déclaré « Permettez-moi de vous rappeler que c'est Washington qui a sapé la stabilité stratégique en se retirant unilatéralement des traités sur la défense antimissile. » Et encore une fois, c'est ce qu'il a dit en 2024, n'est-ce pas? Cela a toujours été au cœur de la réflexion sécuritaire de la Russie. Mais ce n'est que maintenant, et je vais passer à un autre point ici, que la Russie a effectivement décidé, le 4 août, de mettre fin à son moratoire sur les missiles à portée intermédiaire. Nous avions donc un traité sur la limitation des missiles à portée intermédiaire en Europe et en Russie, afin que ces missiles, qui peuvent transporter des ogives nucléaires et atteindre leur cible en quelques minutes seulement, ne soient ni déployés ni entretenus par l'une ou l'autre des parties. De cette manière, on dispose d'un délai de réaction plus long et d'un temps supplémentaire pour surveiller effectivement les vecteurs de livraison capables de transporter des armes nucléaires vers l'autre camp. L'objectif principal est d'éviter toute forme d'escalade avec ces missiles à portée intermédiaire, ainsi que le risque de mal interpréter ce que transportent certains missiles, ce qu'ils sont capables de transporter, et s'ils ont été lancés ou non. Car cela pourrait déclencher une escalade des deux côtés, n'est-ce pas? This might trigger an escalation on both sides, right? Un scénario d'apocalypse nucléaire de ce genre, dans lequel une mauvaise interprétation de ce qui vient du camp adverse conduit ce dernier à lancer une partie de son arsenal, peut-être même des armes nucléaires, ce qui pousse alors l'autre camp à riposter, et nous nous retrouvons dans une guerre nucléaire. Les deux camps diront « Eh bien, c'est l'autre qui a tiré le premier », alors qu'en réalité,
Il s'agissait d'une mauvaise interprétation de la part de l'un ou l'autre camp de ce qui s'était passé. Ce traité sur les missiles stratégiques à portée intermédiaire a été signé à la fin des années 1980, je crois que c'était en 1987, entre Reagan et Gorbatchev, et il a été annulé en 2018 sous la première administration Trump. Trump a supprimé plusieurs de ses piliers et acquis de la démocratie, le contrôle des armements stratégiques, le traité FNI en étant un, le JCPOA, l'accord avec l'Iran sur ses armes nucléaires, auquel tout le monde, y compris l'AIEA, affirmait que l'Iran se conformait. Il a également supprimé celui-ci, et nous avons constaté dans les deux cas que cela n'a en réalité pas renforcé la sécurité de l'Europe ou des États-Unis. Cela a empiré les choses. Ces accords fonctionnaient. Le traité FNI fonctionnait. Ni la Russie, ni les États-Unis et l'Europe ne disposaient de ces missiles à portée intermédiaire, du moins pas au point que l'autre camp s'en plaigne ouvertement. Et Trump a supprimé ces accords en 2018. Et maintenant, il parle même de ramener de tels missiles à portée intermédiaire sur le continent européen, de les stationner en Allemagne, en Pologne et ailleurs. Et il travaille activement au développement de ces systèmes. Et M. Poutine, après 2018, a décidé que, bien que les États-Unis aient désormais déchiré l'accord, les Russes maintiendraient tout de même un moratoire de leur côté sur le déploiement de tels missiles. Et maintenant, ils ont abandonné cela. C'est de cela que parle cet article aujourd'hui. La décision unilatérale de ne pas escalader dans le domaine des missiles à portée intermédiaire n'existe plus. Et ils vont désormais se concentrer sur les endroits où déployer leurs missiles Oreshnik, désormais produits en série, que nous avons vu à l'œuvre plus tôt cette année. Il possède plusieurs ogives et est également capable d'emporter une charge nucléaire, un missile hypersonique doté d'une capacité de destruction telle que, même sans ogive nucléaire, il peut ravager une zone comparable à celle d'une arme nucléaire à faible rendement et contre lequel l'Europe et les États-Unis sont sans défense. Il est impossible d'abattre ce genre de missile. Donc les cibles restent simplement là. Et le scénario auquel nous assistons ressemble à ce qui s'est passé entre l'Iran et Israël, où aucune des deux parties n'a réussi à intercepter les missiles de l'autre, et où les deux subissaient des dégâts. Et ici, la Russie affirme qu'elle peut désormais frapper le continent européen où elle le souhaite, et qu'il n'y a rien que vous puissiez faire. Surtout maintenant. Surtout, si vous n'êtes pas disposé à conclure des accords juridiquement contraignants et vérifiables, interdisant l'utilisation ou le déploiement de ces armes. Cela fait donc partie de l'escalade, et cela m'indique aussi que les négociations avec les Américains ne se déroulent pas comme elles le devraient. Mais revenons-y dans un instant, car je voudrais vous montrer encore quelques extraits du discours de 2024, ce très long discours de M. Poutine. 2024, this very long speech by Mr. Putin. I find it just stunning that at all points. Je trouve tout simplement stupéfiant qu'à chaque étape, les Russes n'aient cessé d'affirmer qu'ils sont en réalité prêts à améliorer à nouveau les relations dès que l'autre partie le permettra. Laissez-moi vous lire ceci. Si l'Europe veut continuer à être un centre indépendant de développement mondial et un pôle culturel et civilisationnel sur notre planète, le monde multipolaire, si elle veut être un pôle distinct dans le monde multipolaire, elle doit absolument entretenir de bonnes relations amicales avec la Russie. Et surtout, nous y sommes prêts. Même en 2024, même après tout ce qui s'est passé, les Russes continuent de dire « Écoutez, Européens, dès que vous retrouverez vos esprits, dès que vous serez prêts, nous serons toujours là. D'accord? Je veux dire, nous pouvons nous entendre. » I mean, we can deal with each other. This is just such a contrast to the. C'est un contraste frappant avec les discours des Allemands, des Français, des Polonais et des dirigeants baltes, qui ne manquent jamais une occasion de présenter la Russie comme l'ennemi, un ennemi mortel.
et d'affirmer que seule une victoire stratégique absolue est acceptable, n'est-ce pas? Les Russes, eux, ont toujours été bien plus détendus et ont dit par exemple « Écoutez, quand vous reviendrez, vous serez de retour. Nous sommes toujours là, n'est-ce pas? » Permettez-moi aussi de vous citer ceci lorsqu'il s'adresse au ministère des Affaires étrangères. Je vous demande de contribuer autant que possible à l'élaboration d'accords internationaux dans tous ces domaines du multilatéralisme. Ils sont extrêmement importants pour renforcer la coopération économique entre notre pays et nos partenaires. Cela devrait également donner un nouvel élan à la construction d'un grand partenariat eurasiatique, qui, en substance, pourrait devenir une base socio-économique pour un nouveau système de sécurité indivisible en Europe. Indivisible security system in Europe. This, of course, is pivotal because, again, he's speaking to all of his ambassadors. Ceci, bien sûr, est crucial, car encore une fois, il s'adresse à tous ses ambassadeurs, à tout son personnel de politique étrangère, n'est-ce pas? Il dit en gros, voilà ce vers quoi nous devons tendre. Un ordre économique eurasiatique qui, espérons-le, débouchera sur un système de sécurité. C'est clairement une vision à long terme. Ensuite, il commence à parler de l'Ukraine et il se lance dans un très long exposé historique sur les différents événements politiques qui ont eu lieu pour en arriver à ce point en 2024. Il commence par « Je veux clarifier tout de suite. La crise impliquant l'Ukraine n'est pas un conflit entre deux États ou deux peuples résultant de différends entre eux. Si ce n'était que cela, ils auraient été résolus. Mais il considère cela, bien sûr, comme une lutte bien plus vaste, due à l'ingérence totale de l'Occident, les Européens et les Nord-Américains, les États-Unis. Il entre dans les moindres détails. On peut voir la longueur de cet article ici. Les points importants, selon moi, sont qu'il présente l'opération militaire spéciale, la guerre totale qui a commencé le 24 février 2022, comme un moyen de négocier avec les Ukrainiens, et il le dit explicitement. Je dois vraiment le souligner. À de nombreuses reprises, il affirme que le début de l'opération militaire spéciale, telle qu'elle a été menée le 24 février, n'était en réalité rien d'autre qu'une opération visant à contraindre le régime ukrainien à la paix. Les troupes étaient là pour pousser la partie ukrainienne à négocier, essayer de trouver des solutions acceptables et ainsi mettre fin à la guerre que Kiev avait commencée contre le Donbass en 2014. Encore une fois, qu'il soit sincère ou non, nous ne le saurons que dans de très nombreuses années. Mais du moins, la façon dont il présente la situation et la manière dont il ordonne à l'ensemble de son équipe de politique étrangère de l'exposer, c'est que la guerre a commencé en 2014. Les hostilités, le conflit ont débuté en 2014. En 2022, nous avons utilisé l'opération militaire spéciale afin de contraindre l'autre camp à enfin parvenir à un accord. Et il affirme que cela a presque réussi. Je dois vous préciser ceci. En conséquence, des accords qui satisfaisaient à la fois Moscou et Kiev ont effectivement été conclus. Ici, il fait référence aux accords d'Istanbul, n'est-ce pas? Of the Istanbul agreements, right? The Istanbul peace negotiations in March 2022. Les négociations de paix d'Istanbul en mars 2022. Et il a, bien sûr, tout à fait raison de dire qu'au moment où les troupes russes ont officiellement franchi la frontière le 24 février 2022, elles ont immédiatement commencé à négocier avec les Ukrainiens. D'abord en ligne, puis en Biélorussie, et ensuite à Istanbul, et se rapprochaient de plus en plus d'un accord. Encore une fois, je dois préciser que cela ne s'est pas fait entre les chefs d'État. Cela s'est fait entre leurs délégations et les négociateurs qui connaissaient réellement les détails. L'équipe de négociation que la Russie a récemment envoyée de nouveau à Istanbul, celle que l'Occident continue de qualifier de non sérieuse, est dirigée par le même négociateur en chef qu'ils avaient déjà envoyé en 2022. Cela montre simplement le niveau d'attention que la Russie accorde à la résolution des détails, et pas seulement à faire de grands discours et des gros titres. Ils prêtent réellement attention aux détails.
Dans ce discours de l'année dernière, Vladimir Poutine nous donne pour la première fois le nom de l'accord qu'ils avaient prévu de lui donner. Le document s'intitulait « Accord sur la neutralité permanente et les garanties de sécurité pour l'Ukraine ». C'était aussi la première fois que j'entendais comment Vladimir Poutine, ou les Russes et les Ukrainiens, avaient prévu d'intituler le document, ce qui est bien sûr une représentation de ce qu'aurait été le cœur ou l'essence de l'accord. Donc, d'un côté, pas d'OTAN pour l'Ukraine, neutralité permanente en fait. Donc le même cadre général dans lequel la Suisse et l'Autriche opèrent en Europe. Et oui, on peut discuter de la mesure dans laquelle ils y adhèrent encore, et ainsi de suite. Mais cela reste le cadre qu'ils utilisent pour penser leur propre politique étrangère, n'est-ce pas? La neutralité permanente et les garanties de sécurité pour l'Ukraine, y compris la démilitarisation et la dénazification de l'Ukraine, étaient, selon Vladimir Poutine, incluses dans ce document. Il souligne que la seconde partie du titre, les garanties de sécurité pour l'Ukraine, était en réalité, à son avis, quelque chose de douloureux à accepter pour la Russie. Il affirme que la Russie, qui comprenait également les préoccupations de sécurité de l'Ukraine, a accepté que l'Ukraine reçoive des garanties similaires à celles dont bénéficient les membres de l'OTAN, sans toutefois rejoindre formellement l'Alliance. Ce fut une décision difficile pour nous, mais nous avons reconnu la légitimité des exigences de l'Ukraine pour assurer sa sécurité, et nous ne nous sommes pas opposés à la formulation proposée par Kiev. C'est en fait un point très important, car nous avons des chercheurs occidentaux, M. Rashenko, et j'ai oublié le nom du second, qui, en février ou mars de cette année, ont mis la main sur quelques projets de traité de cet accord datant de 2022. Ils les ont analysés, et leur conclusion finale sur les raisons pour lesquelles cela n'a pas abouti est, premièrement, parce que la Russie a effectivement envahi. C'est la première raison. Et deuxièmement, à la dernière minute, les Russes ont discrètement introduit un petit droit de veto pour la Russie sur les garanties de sécurité que l'Ukraine recevrait des Européens. Le point étant que ce que dit M. Vladimir Poutine ici n'est pas faux. Les Russes ont accepté que les puissances occidentales, les membres de l'OTAN, accordent des garanties de sécurité à l'Ukraine, mais que la Russie en accorde également. En cas d'urgence, les deux parties, les Européens, les pays de l'OTAN et la Russie, devraient se réunir et s'accorder sur la manière de renforcer la sécurité de l'Ukraine, ce qui en pratique donne à la Russie un droit de veto sur l'ensemble des garanties de sécurité. Et que l'inclusion de cette disposition a été la raison pour laquelle les Ukrainiens ont finalement dû se retirer, combinée également avec Boutcha. C'est une question qui reste ouverte et nous n'en savons rien. Nous ne savons pas si les versions de l'accord qu'ont examinées M. Rashenko et son collègue sont les versions finales, s'il s'agit de versions intermédiaires, ou si elles proviennent également de négociations à un stade ultérieur. Nous ne savons pas si nous avons une vision complète de la situation. Nous ne savons pas non plus si c'est vrai. Nous ne savons pas si ces ajouts ont réellement été faits par les Russes ou s'il s'agit de quelque chose qui a été introduit subrepticement pour donner l'illusion que la Russie avait finalement saboté l'accord. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que ce que Vladimir Poutine nous dit rejoint également ce que nous savons des analyses occidentales, quelque chose qui s'est réellement produit. La Russie était prête, du moins dans une certaine mesure, à accepter des garanties de sécurité de la part de l'Occident pour l'Ukraine. Et encore une fois, cela renvoie à ce qu'il a dit précédemment et à ce que de nombreux diplomates et experts russes en politique étrangère répètent, à savoir que les Russes considèrent la sécurité comme un tout indivisible et que la sécurité de l'autre est en réalité un élément à prendre en compte. Ils reconnaissent, d'accord, oui, même s'ils mènent une guerre contre l'Ukraine,
l'Ukraine a des besoins en matière de sécurité. Et si nous voulons parvenir à un accord négocié, si nous voulons une solution diplomatique, alors il faut en tenir compte. Et cela faisait partie de l'accord initial, mais jamais signé, n'est-ce pas? Donc, vous savez la manière dont la Russie conçoit la sécurité, comme quelque chose qui ne peut être atteint qu'avec l'autre, et non contre l'autre, me semble très importante à souligner, car c'est bien sûr une différence majeure avec la façon dont l'OTAN et l'Occident collectif perçoivent la sécurité, comme quelque chose que l'on construit uniquement pour soi-même. Et plus on a d'armes, plus on crée de dissuasion, plus on se sent en sécurité. Ce qui est une approche erronée, mais les Russes ne partagent pas ce point de vue. Dans le même discours, il dit « En ce moment, l'Occident ignore nos intérêts tout en interdisant à Kiev de négocier et continue, de façon hypocrite, à nous appeler à négocier. » Il fait référence au fait que M. Zelensky a encore aujourd'hui un décret présidentiel en vigueur qui interdit au président ukrainien lui-même, ainsi qu'au futur président, de négocier directement avec Vladimir Poutine, n'est-ce pas? Cela paraît tout simplement idiot. D'un côté, il leur est interdit de négocier avec nous, mais on nous demande de négocier, ce qui sous-entend que nous refusons de le faire. C'est absurde. On a l'impression de vivre dans un monde imaginaire. Et cela ramène bien sûr à cette question, où l'Occident insiste encore aujourd'hui, en ce moment même, M. Trump insiste, pour que nous ayons une rencontre entre les dirigeants, n'est-ce pas? Nous devons réunir Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. Et M. Poutine ne cesse de dire que cela ne nous mènera pas très loin, car nous ne pouvons évidemment pas négocier les détails. Nous ne pouvons établir que le cadre général. Deuxièmement, si vous étiez vraiment sérieux à ce sujet, vous obligeriez en fait les Ukrainiens à annuler ce décret, qui est toujours en vigueur à l'heure actuelle. Donc, si M. Zelensky rencontrait effectivement M. Poutine, cela enfreindrait le propre code juridique de l'Ukraine tel qu'il est établi. D'un autre côté, eh bien, nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails pour savoir si M. Zelensky est encore un dirigeant légitime de l'Ukraine ou non. Mais vous savez, ce sont précisément ce genre de contradictions que les Russes soulignent sans cesse. Et il dit aussi, nos conditions pour entamer des négociations sont simples et se résument à ce qui suit. Et c'est crucial, n'est-ce pas? Des personnes comme John Mearsheimer répètent cela depuis le 14 juin 2024. Des personnes d'Iran, comme tous les analystes qui suivent ce conflit, répètent sans cesse que si l'on veut connaître les véritables exigences des Russes pour parvenir à un cessez-le-feu, c'est ce document qu'il faut consulter. Ils nous donnent le document. Ils l'ont dit à plusieurs reprises. Lavrov ne cesse de le répéter encore et encore. Il suffit de lire ce que nous avons déclaré en 2024. Il y a deux questions majeures et une troisième à ajouter. Les troupes ukrainiennes doivent être complètement retirées des républiques populaires de Donetsk et de Luhansk, ainsi que des régions de Kherson et de Zaporizhia. Permettez-moi de préciser qu'elles doivent être retirées de l'ensemble du territoire de ces régions, dans leurs frontières administratives, telles qu'elles existaient lorsqu'elles faisaient partie de l'Ukraine. Cette dernière partie signifie que les troupes ne doivent pas seulement être retirées du champ de bataille actif, mais de toute la zone, l'ensemble des 4 régions, qui, au moment où M. Poutine a écrit ou lu ce texte, n'étaient pas sous le contrôle de l'armée russe. Ces territoires font toujours l'objet de combats, et même aujourd'hui, toutes les parties des frontières administratives de ces 4 oblasts ne sont pas sous contrôle russe. Donc, si les Ukrainiens acceptent de se retirer de ces zones, alors, dès que Kiev déclarera qu'elle est prête à prendre cette décision et à commencer le retrait effectif de ses troupes de ces régions, et qu'elle notifiera officiellement qu'elle renonce à ses projets d'adhésion à l'OTAN,
notre camp, afin de cesser le feu et d'entamer des négociations, publiera une telle déclaration à ce moment précis. Donc, les deux grandes conditions sont les suivantes. Se retirer des 4 oblasts que la Russie a désormais intégrés à son territoire national et affirme « Non, ceci est désormais un territoire russe. Point final. » Et deuxièmement, nous dire que vous ne cherchez plus à rejoindre l'OTAN et alors nous cesserons de tirer et nous pourrons commencer à négocier. Parce qu'évidemment, il faut parvenir à un accord formel et mettre en place des mécanismes de vérification, ce que les Russes voudront, car ils comprennent que la dernière fois qu'ils ont conclu un accord de Minsk, cela n'a pas fonctionné et il n'a pas été correctement appliqué du côté ukrainien. Ils voudront donc disposer d'un certain mécanisme de vérification pour s'assurer que les changements politiques nécessaires à Kiev aient bien lieu. Donc oui, ce sont des conditions très dures. Ce ne sont pas des conditions avantageuses pour l'Ukraine, mais ce sont les conditions que les Russes présentent comme point de départ. Donc, si les Américains disent aujourd'hui qu'ils essayent seulement maintenant de commencer à comprendre où en sont les Russes, eh bien c'est tout simplement stupide. C'est là sous nos yeux, les voilà. Et encore une fois, tout cela est public, n'est-ce pas? Tout est disponible. Vous pouvez le lire dès maintenant. Au lieu de cela, ce que nous avons, c'est ce va-et-vient et ces idées sensationnalistes, à nouveau, sur des rencontres de dirigeants, de grands accords. Et c'est frustrant. Mais c'est frustrant de la même manière qu'une grippe l'est. Il faut simplement faire avec. Malheureusement, il nous faut accepter que les Américains pratiquent la politique de grande puissance d'une manière très différente des Russes. C'est pourquoi, lorsque nous essayons de comprendre cela, nous devons le décrypter dans le contexte de la façon dont les Russes abordent ces mêmes négociations. En même temps, vous savez, la tactique des États-Unis consiste bien sûr à exercer beaucoup de pression à différents niveaux, surtout en ce moment, en menaçant même les amis de la Russie, comme les États neutres, n'est-ce pas? Comme l'Inde, à qui ils demandent d'arrêter d'acheter du pétrole russe. Jusqu'à présent, les États-Unis s'en sont plaints, les Européens s'en sont plaints, mais ils n'ont rien fait contre cela. Je veux dire, les Européens continuent même d'acheter le pétrole que l'Inde achète à la Russie, puis revend à l'Europe. Et l'idée de M. Trump maintenant est de combiner ces négociations avec la Russie, où c'est pour parler de paix, même si je ne pense plus vraiment qu'il s'agisse de pourparlers de paix. Je pense qu'il s'agit plus ou moins simplement d'un processus politique destiné à satisfaire le public intérieur aux États-Unis, son électorat, pour montrer qu'il essaye toujours d'obtenir quelque chose, mais que ses tentatives sont contrecarrées par l'intransigeance de Vladimir Poutine. C'est ainsi que je le comprends. Mais maintenant, la dernière idée pour augmenter la pression consiste à sévir contre les pays tiers. Et bien sûr, cela va se retourner contre eux de façon spectaculaire. C'est déjà en train de se retourner contre eux. L'Inde ne se laisse pas faire. L'Inde n'accepte pas d'abandonner le commerce avec la Russie, simplement pour se rapprocher des États-Unis. Et c'est aussi le cas du Brésil, en fait. Assez curieusement, et pour une raison différente, M. Trump a également déclaré qu'il allait imposer des droits de douane de 50% au Brésil parce que ce pays a une affaire judiciaire en cours contre l'ancien président, M. Bolsonaro. C'est quelque chose que Trump juge inacceptable, que le système judiciaire brésilien agisse contre un homme politique de droite. D'où ces droits de douane de 50%. Et M. Lula répond que non, il n'est pas d'accord avec cela. Le Brésil ne va pas modifier son système judiciaire simplement pour que le président américain ait le dernier mot sur la façon dont fonctionne le pays. Et il dit, le Brésil affirme, nous n'avons pas peur de cela.
Et il est intéressant de noter que le Brésil adopte désormais, selon moi, une stratégie plus intelligente, en essayant de ne plus traiter avec les États-Unis en tête-à-tête. Lula du Brésil déclare qu'il discutera des tarifs de Trump avec le groupe des BRICS. Jusqu'à présent, et cela a pris un peu de temps, mais il est maintenant clair que la stratégie des États-Unis consiste à sélectionner ses partenaires commerciaux et à traiter avec eux un par un, avec le Japon séparément, avec l'UBUM séparément, avec la Corée séparément, avec la Suisse séparément. Et on peut voir que surtout, les États partenaires, les amis, les alliés, les vassaux, les satellites, ont en fait adhéré à cette démarche. Même l'Asie du Sud-Est, même d'autres pays comme le Vietnam, etc., ils ont sauté sur l'occasion, sont allés à Washington et ont commencé à négocier des accords bilatéraux. Mon propre pays, la Suisse, récemment, 2 de nos 7 ministres, nous n'en avons que 7, se sont en fait rendus aux États-Unis afin de négocier à la baisse les droits de douane de 39% que Trump a soudainement décidé d'imposer à la Suisse le 1er août en raison d'un déficit commercial. Il s'agit bien sûr d'une stratégie dans laquelle le partenaire le plus puissant, qui est toujours les États-Unis, avec n'importe qui, car les États-Unis restent la plus grande économie du monde, bon, pas en termes de PPA, mais nominalement, dispose toujours d'un poids disproportionné. C'est donc en les isolant un par un que la Russie et la Chine insistent aussi sur l'importance du multilatéralisme, car c'est là que les autres pays ont plus de marge de négociation. Le fait que les États-Unis aient effectivement neutralisé et détruit le mécanisme de résolution des conflits de l'Organisation mondiale du commerce est bien sûr capital. L'OMC ne peut rien faire parce que c'est un organisme multilatéral, mais celui-ci est neutralisé. Et en ce moment, les États-Unis essayent de monter tous ces autres partenaires les uns contre les autres, n'est-ce pas? Ils essayent d'opposer les Japonais aux Coréens, aux Taïwanais, aux Suisses, aux Européens, car la question n'est en réalité pas de savoir si l'un d'entre eux obtient ou non un accord commercial favorable. La question pour les partenaires devient à quel point notre accord commercial est-il plus favorable que celui des autres? Le Japon et la Corée aimeraient être sur un accord similaire, même si c'est 15%, même si c'est 20%. Vous ne voulez tout simplement pas d'un accord pire que l'autre. Et cela donne, une fois de plus, un avantage structurel aux États-Unis pour négocier des accords toujours plus favorables afin d'extraire davantage de devises, d'argent et de concessions de la part de leurs partenaires. Cela devient donc, en réalité, un jeu opposant les Japonais aux Coréens, aux Suisses, à l'UMM, et non plus ces États face aux États-Unis. Parce que vous vous souciez d'avoir des conditions équitables par rapport aux autres. Les États-Unis présentent cela comme une volonté de réindustrialiser le pays et de produire davantage de biens en Amérique. Mais en réalité, ils cherchent surtout à monter ces différents partenaires les uns contre les autres. Et pour la première fois, je pense que nous voyons, de la part des pays des BRICS, la prise de conscience qu'ils doivent contrer cette stratégie, non pas les droits de douane eux-mêmes, mais la stratégie qui consiste à choisir les pays un par un, et que le Brésil et l'Inde ont désormais tout intérêt à également dialoguer avec les Chinois, les Russes et les autres, afin de trouver une solution multilatérale. Cela a donc pris du temps, cette prise de conscience, mais je pense qu'il est très important que Lula s'engage maintenant dans cette voie et qu'ils essaient peut-être d'adopter une position commune de négociation. C'est, bien sûr, difficile. Diviser pour mieux régner, la stratégie que les États-Unis utilisent actuellement avec leurs partenaires commerciaux, ne peut être contrée qu'en trouvant un standard minimal sur lequel tous ces pays s'accordent. Comme, d'accord, nous viserons cela afin de négocier avec les États-Unis. Sinon, les États-Unis seront contraints par leur propre logique de menacer de sanctionner ou d'imposer des droits de douane à leurs partenaires,
Ce qui, si on le fait à tout le monde, signifie en réalité qu'on finit par manquer soi-même de matières premières. Voilà donc le jeu auquel il faut jouer. Et je pense que le Brésil commence maintenant à le comprendre. Je pense aussi que les Chinois, dès le début, comptaient sur leur propre poids. Il faut toutefois préciser que rien n'est vraiment tranché pour l'instant, A contre B. Quelqu'un qui a très bien décrit cette situation est l'ambassadeur Badra Kumar, déjà intervenu sur cette chaîne, dans un article à propos de l'empereur sans vêtements, M. Trump bien sûr, et de ses menaces. D'un côté, oui, l'Inde subit des pressions pour céder aux exigences américaines et cesser de commercer avec la Russie, ce qui indigne les Indiens qui l'expriment ouvertement. Mais en même temps, il soutient que la communauté stratégique indienne ignore totalement les profondes implications de la toute première participation du pays aux exercices multilatéraux Talisman Sabre 2025, dirigés par les États-Unis et actuellement en cours en Australie et dans le Pacifique occidental. Autrement dit, il manque une véritable prise de conscience que le commerce pétrolier de la Russie avec l'Inde n'est qu'un exemple mineur de la stratégie d'endiguement de l'Occident contre la Russie. Je pense qu'il est très important de souligner cela. Le monde dans lequel nous vivons actuellement, la façon dont il fonctionne, n'est pas tout ou rien. Il s'agit en réalité d'une approche à plusieurs niveaux de la part de tous les acteurs, chacun cherchant à exercer des pressions sur les autres. Il existe une coopération dans certains domaines, tandis que la concurrence prévaut dans d'autres, et les Indiens jouent en fait le jeu. Je pense qu'ils verraient probablement ces exercices dans le format du Quad comme extrêmement critiques, car ils participent, une fois de plus, à créer une dépendance structurelle vis-à-vis des États-Unis. D'un autre côté, l'Inde a effectivement des différends avec la Chine et a jusqu'à présent souhaité utiliser le Quad comme contrepoids à la Chine pour jouer sur les deux tableaux. Ce que fait l'approche de M. Trump, en exerçant toutes ces pressions sur l'Inde maintenant, c'est bien sûr donner à l'Inde plus de raisons d'abandonner cette stratégie, de commencer à voir les États-Unis davantage comme une menace potentielle que comme un partenaire. Je pense que cela va probablement influencer aussi le calcul militaire. Même si l'ambassadeur Badra Kumar a tout à fait raison de dire que ces implications sont énormes. Ces exercices se font au niveau militaire à militaire. Et à ce niveau, les forces essaient aussi de conclure des accords pour pouvoir communiquer entre elles et renforcer ces liens. C'est quelque chose qui ne disparaîtra pas du jour au lendemain. En conclusion, nous vivons dans un monde à plusieurs niveaux, avec de multiples tactiques qui se déroulent en même temps, et nous ne vivons pas du tout dans un monde avec un rideau de fer. We are not living in a world with an iron curtain, not at all. Even the ostracizing of Russia, the way the Europeans... Même l'ostracisation de la Russie, la manière dont les Européens et les Américains aimeraient la présenter comme un paria mondial, c'est absurde. C'est absurde. Ils sont tous interconnectés à un niveau ou à un autre. Et il a été souligné, notamment par l'Inde, que même les États-Unis achètent encore des biens à la Russie, y compris de l'uranium, et qu'il existe encore des échanges commerciaux entre les États-Unis et la Russie, même s'ils mènent une guerre par procuration en et autour de l'Ukraine. C'est donc un simple fait sur le fonctionnement du système actuel. Nous avons des conflits, nous avons la guerre et la paix qui coexistent, avec des pressions exercées aussi bien sur les ennemis que sur les alliés dans ces différents domaines, de l'économie à la culture, en passant par la guerre de propagande et la guerre cinétique. Et nous devons analyser cela. Je ne pense pas qu'une rencontre entre M. Zelensky, M. Trump et M. Poutine aura lieu de sitôt, car les Russes ont été relativement clairs sur les conditions à remplir au préalable. Et je ne crois pas que les Européens, les Américains ou les Ukrainiens soient prêts ou capables de les satisfaire pour l'instant, même si nous voyons les lignes de front s'effondrer. Moment, even though we see the front lines crumbling. One more
Une autre possibilité, bien sûr, est qu'il s'agisse du début d'un changement de récit. Car si l'évaluation en Occident est désormais que la guerre en Ukraine est véritablement perdue, il faut alors empêcher l'émergence d'un récit autour de cette défaite. Il est donc possible que ce soit le début des préparatifs pour la reddition de l'Ukraine, car les lignes de front sont en train de céder. D'après tous les mouvements que nous observons et les percées que les Russes ont pu réaliser ces dernières semaines, il semble que l'effondrement de l'armée ukrainienne soit à portée de main, et ce, dès cette année. Nous devons être extrêmement prudents à ce sujet, car ne me faites pas confiance en matière d'analyse militaire. Don't trust me when it comes to military analysis. Mais c'est ce que l'on constate à la façon dont plusieurs villes ukrainiennes tombent et à la proximité des Russes avec le Dniepr. Donc si des chaînes comme The Duran, quelques autres analystes et John Mearsheimer ont raison, alors la défaite militaire de l'Ukraine n'est pas loin et ne sera pas non plus inversée, même par des missiles à moyenne portée tirés sur le cœur de la Russie. Les combats en Ukraine suivent une trajectoire relativement claire. Il est donc possible que ce soit le début d'une tentative de changer le récit et de présenter une reddition de l'Ukraine comme un cessez-le-feu négocié. C'est peut-être aussi possible. Mais à ce stade, je parierais plutôt que c'est une nouvelle tentative du président américain de montrer à sa propre base qu'il n'a pas renoncé à sa promesse initiale et que ce sont, vous savez, les Russes qui ne sont pas disposés à venir à la table des négociations, que ce n'est que la dernière itération. Même si je dois repenser cet argument, et vous aussi, car le fait que Vitkov était à Moscou et que Vladimir Poutine ait accepté de lui parler pendant 3 heures, peut-être parlons-nous de conditions de reddition. Peut-être que ce sont des conditions de reddition. Peut-être que ce n'est pas juste une autre ruse. Peut-être il s'agit de présenter la reddition comme des négociations. Je vais y réfléchir davantage. Nous verrons ce qui se passera dans les prochains jours. Merci beaucoup pour votre temps. I'll think about this more. We'll see what happens in the next couple of days. Thank you very much for your time today.